Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'un des plus grands et des plus complexes paradoxes de l'histoire de France, celui de la Troisième République. Alors imaginez un peu le tableau, un régime qui se fonde sur la liberté, l'égalité et la fraternité, mais qui, en même temps, va construire le deuxième plus grand empire colonial du monde. Un empire, par définition, basé sur la domination. Alors comment est-ce possible? C'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre ensemble aujourd'hui. Voilà la question qui va nous servir de fil rouge. Comment un régime qui se réclame des droits de l'homme a-t-il pu justifier de priver de liberté des millions et des millions de personnes? C'est vraiment ce paradoxe qu'on va analyser, en regardant les arguments de l'époque, la réalité sur le terrain, et bien sûr, ce qu'il en reste aujourd'hui. Alors pour y voir clair, on va suivre un plan bien structuré. D'abord, on va regarder comment on a justifié la colonisation. Quels étaient les arguments? Ensuite, on ira voir ce qui se passait vraiment, concrètement, la domination, l'exploitation. Puis on verra que tout ça ne s'est pas fait sans réaction, loin de là. On parlera des contestations et des résistances. Et enfin, on fera le bilan de cet héritage si complexe, avant de finir avec une petite fiche révision pour être top pour le bac. Allez, c'est parti pour la première étape, les justifications. Comment les dirigeants de l'époque ont-ils, en quelque sorte, vendu ce projet colonial à l'opinion? Quels arguments, parfois assez surprenants pour nous aujourd'hui, ont-ils pu mettre en avant pour légitimer ces conquêtes? En fait, les arguments reposent sur 4 grands piliers. Le premier, il est politique. Il faut restaurer la fierté de la France après l'humiliation terrible de la défaite de 1870 contre la Prusse. Le deuxième, il est économique. Il faut trouver de nouveaux marchés pour l'industrie française qui est en plein boom. Le troisième, il est stratégique. Avoir des bases navales partout dans le monde. Et enfin, le quatrième, celui qui nous choque sans doute le plus aujourd'hui, la fameuse mission civilisatrice. L'idée qu'on aurait le devoir d'apporter le progrès à des peuples qu'on jugeait inférieurs. Cette phrase, elle est prononcée par Jules Ferry. Oui, le même Jules Ferry, grande figure de la République, le père de l'école laïque, gratuite et obligatoire. Et cette phrase, elle est absolument glaçante, mais elle est surtout essentielle à comprendre. Elle théorise, sans aucun détour, une hiérarchie entre les races, et elle transforme une conquête militaire et économique en un devoir moral. C'est en quelque sorte l'ADN idéologique de la colonisation républicaine. Bon, ça c'était les grands discours à Paris. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passait vraiment sur le terrain? Comment cet empire était-il géré au quotidien? Alors, sur le papier, l'idée officielle, c'était l'assimilation. On allait faire des colonisés, des citoyens français, comme les autres. Mais ça, c'était la théorie. Dans la pratique, on a surtout fait de l'association, c'est-à-dire qu'on gardait les chefs locaux pour gérer les affaires courantes, ça maintenait l'ordre, mais le vrai pouvoir, lui, restait bien sûr entre les mains des administrateurs français. C'était une façon de maintenir une hiérarchie très claire entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Et pour bien graver cette inégalité dans la loi, on a créé un outil juridique redoutable, le Code de l'indigénat. En gros, c'est une justice à 2 vitesses. D'un côté, il y a les citoyens français, avec leurs droits, et de l'autre, les sujets de l'Empire, qui sont soumis à des règles spéciales, sans aucune garantie de procès juste. C'est, ni plus ni moins, l'inégalité qui devient la loi. Regardez concrètement ce que ça pouvait donner. Un simple acte irrespectueux, partir de son village sans autorisation, tout ça pouvait vous envoyer directement en prison ou vous condamner au travail forcé. Et tout ça, sur la simple décision d'un administrateur, sans passer devant un juge. C'était un instrument de contrôle et de répression absolument terrible au quotidien. On se souvient de l'argument économique, les fameux débouchés. Mais regardons un peu les chiffres. Juste avant 1914, l'Empire, ça représente à peine plus de 10% du commerce de la France. Alors oui, c'est important, et ça augmente, mais on est quand même très loin de l'idée d'une nécessité vitale pour l'économie du pays. Il y a un vrai décalage entre le discours politique et la réalité économique de l'époque. En réalité, cette exploitation économique a souvent pris des allures de pillage, il faut le dire. On exploitait les ressources naturelles sans aucun ménagement, on utilisait le travail forcé pour construire les infrastructures, et on confisquait souvent les meilleures terres pour les donner aux colons. Le résultat, c'est que les économies locales ont été complètement bouleversées pour servir uniquement les intérêts de la métropole. Mais attention, il ne faudrait surtout pas croire que la colonisation s'est faite comme ça, sans opposition. Bien au contraire. Dès le début, des voix se sont élevées pour la critiquer, que ce soit en France même ou bien sûr dans les territoires qui étaient conquis. En France, les critiques viennent d'un peu partout. Il y a les nationalistes, comme Georges Clemenceau, qui disent « Attention, cette aventure coloniale, elle nous détourne de notre objectif numéro 1, la revanche contre l'Allemagne pour récupérer l'Alsace-Lorraine. » Et puis il y a des économistes qui, eux, calculent et disent que tout ça coûte une fortune aux contribuables et que ce n'est même pas rentable pour l'État. Sur place, dans les colonies, la résistance a pris plusieurs visages. D'abord, bien sûr, la lutte armée, menée par des chefs et des rois qui refusaient la conquête. Ensuite, il y a eu des révoltes populaires, des explosions de colère contre les impôts, le travail forcé.
Et puis, il y a eu une forme de résistance plus politique. Une nouvelle élite, souvent formée à l'école française, qui a commencé à utiliser les propres valeurs de la République contre elle, en réclamant liberté, égalité, fraternité pour tout le monde. Bon, il est temps de rassembler tout ça et de conclure. Alors, comment la République est-elle faite pour vivre avec cette contradiction énorme entre ses valeurs et son empire? Eh bien, voilà la réponse à notre paradoxe. La République a, en quelque sorte, inventé une citoyenneté à géométrie variable. Elle a créé une distinction totale entre le citoyen, qui vit en métropole et qui a tous les droits, et le sujet de l'Empire, qui lui n'en a quasiment aucun. Autrement dit, la belle devise « liberté, égalité, fraternité », eh bien, elle ne s'appliquait pas à tout le monde. Le bilan est donc profondément ambigu. D'un côté, c'est vrai, l'Empire a redonné à la France un statut de grande puissance mondiale. Mais de l'autre, cette puissance a été construite sur la violence et sur le reniement de ses propres principes. Et c'est cet héritage très complexe, fait de liens culturels mais aussi de profonds traumatismes, qui continue d'alimenter de très nombreux débats dans la France d'aujourd'hui. Allez, on termine avec l'essentiel à retenir pour vos révisions. On consolide les points vraiment importants de ce chapitre. Retenez bien ces 4 dates. 1885, c'est la conférence de Berlin où on se partage l'Afrique, et le discours de Ferry qui donne la justification idéologique. 1887, la généralisation du code de l'indigénat, l'inégalité juridique. 1898, la crise de Fashoda, qui montre bien les tensions entre puissances coloniales. Et 1914, la France est au sommet de sa puissance impériale, juste avant que tout bascule. Pour vraiment faire la différence dans une copie, il faut utiliser le bon vocabulaire. Des mots comme impérialisme, mission civilisatrice, ségrégation. Et surtout, il faut pouvoir citer des acteurs précis, qu'ils soient du côté des colonisateurs, des opposants en France ou des résistants dans les colonies. C'est ça qui va donner du poids et de la précision à votre argumentation. Un petit rappel de méthode pour l'étude de documents, ça fait jamais de mal. On suit toujours ces 3 étapes. 1. On présente le document. Qui, quoi, quand, où. 2. On décrit ce qu'on voit, ce qui est dit. Et 3, le plus important, on critique. Quel est le message de l'auteur? Quelle est son intention? Et quelles sont les limites de ce document? On termine avec cette question pour ouvrir la réflexion. Comprendre cette histoire coloniale, ce n'est pas juste un chapitre pour le bac. C'est une clé qui est absolument indispensable pour comprendre notre présent. Les débats sur l'identité, les questions de mémoire, et aussi les relations, parfois encore compliquées, que la France entretient avec une partie du monde. Voilà, merci de m'avoir suivi.